Nous sommes... Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Bienvenue à tous dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Franck Bouscaut. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Franck Bouscaut, avocat honoraire à la Cour de Paris, professeur agrégé de droit à l'Université Rennes 1. Vous signez la postface de cet ouvrage écrit par Guy Auger en 1979, Succession de France et règles de nationalité. Guy Auger qui était donc docteur en droit et maître de conférences à Paris 2. Franck Bouscaut, à qui s'adresse cet ouvrage qui parle de légitimisme? On va en parler dans un instant. Est-ce que c'est juste pour les passionnés de la monarchie, pour les universitaires ? Non, c'est pour un public très large. C'est d'ailleurs un ouvrage qui a un objectif national, puisque le légitimisme est une des grandes familles politiques de notre pays, la plus ancienne d'ailleurs. Et bien sûr, Guy Auger l'a écrit dans le contexte du mouvement légitimiste, mais il l'a écrit avec sa plume d'universitaire, ce qui fait que c'est un ouvrage qui est extrêmement calme. Il y a des questions discutées, mais ce n'est pas un ouvrage de polémique. Et donc, cet ouvrage intéresse beaucoup les universitaires. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai postfacé, que mon collègue Jean-Louis Harwell, également professeur de droit, l'a préfacé, parce que c'est un ouvrage qui fait la somme des lois fondamentales d'Ancienne France, et à la limite, nous pourrions le recommander à nos étudiants, parce qu'il leur permettrait d'apprendre exactement ces lois fondamentales. Est-ce que c'est un ouvrage technique, ou est-ce que le néophyte peut l'ouvrir ? Tout le monde peut le lire, parce qu'il est écrit d'abord dans un excellent français, et bien sûr, il y a des choses très précises. Il faut quand même avoir un minimum de culture historique ou de goût de la culture historique. Mais enfin, je pense que tout public D'accord. Alors, cet ouvrage a été édité la première fois en 1979. Pourquoi faire une réédition 42 ans après ? Bien parce qu'il n'a pas été suffisamment diffusé. Il avait été édité par l'édition Duc, diffusé de l'Université-Culture de mon ami Philippe Montillet. Mais cet ouvrage a été bien diffusé à l'époque. Mais maintenant, beaucoup de gens nous le demandent. Beaucoup de gens nous disent, mais la base du légitimisme, comment ça marche pour les lois fondamentales, où peut-on les trouver? Donc on les renvoie au traité de droit, et donc il était bon d'avoir un ouvrage spécifique pour cela, et l'ouvrage en plus est vraiment un jalon dans notre histoire, c'est-à-dire que c'était vraiment une prise de position tout à fait nette, et où nous répondons à toutes les objections orléanistes, entre autres choses. Donc je crois que c'est pour ça que ce jalon essentiel a besoin d'être mis à disposition de tout le monde. Alors justement, cet ouvrage, donc on le dit, parle du légitimisme,
ce mouvement politique français favorable au rétablissement de la royauté dans la personne de l'aîné des Capétiens et chef de la maison des Bourbons. Vous dites à cet égard, Franck Bouscaut, que c'est le légitimisme, un jalon essentiel de la tradition politique. En quoi est-ce essentiel, surtout en République ? J'ai dit que l'ouvrage de Guy Auger était un jalon essentiel de la pensée légitimiste, ce qui est un petit peu autre chose. Sinon, le légitimisme, c'est, comme je vous le disais, c'est la plus vieille famille politique française, et aussi c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le port auquel finalement les Français souhaitent arriver, parce que depuis 1789, ils ont connu 5 républiques, 2 empires, 2 monarchies, le retour à la monarchie légitime pendant un moment, et puis la monarchie de Juillet, et donc je pense qu'il est bon de savoir où l'on va, et donc notre projet politique, c'est ce projet qui est d'ailleurs qui est de permettre à la France de renouer le contact avec toute son histoire. Cette histoire commence au baptistère de Reims. Justement, comment le légitimisme s'est-il perpétué depuis la Révolution française ? Alors, au moment de la Révolution française, on ne parle pas encore de légitimisme, mais il y a effectivement ceux qui sont royalistes et ceux qui ne le sont pas. La Restauration a renoué le fil des temps, comme l'avait dit Louis XVIII, très imparfaitement, mais enfin tout de même, il y a eu quand même un certain nombre de réaffirmation. Et puis à partir de 1830, il y a eu une coupure historique. Et en plus de ça, en 1830, il y a eu l'usurpation de la couronne par Louis-Philippe, le cousin du roi Charles X. Donc le chef de la branche cadette. C'est-à-dire que la branche cadette a voulu se mettre à la place de la branche aînée, un peu comme ça s'était fait en Angleterre, vous savez, où il y a eu également la même chose entre les Stuarts et la famille actuelle. La branche Orléans. Alors c'est la branche Orléans qui a voulu se mettre à la place des aînés. Et c'est donc après 1830 qu'on peut parler de légitimisme, c'est-à-dire de soutien des droits de la branche aînée en face des prétentions de la branche cadette Orléans. Alors, Franck Bouscaut, dans son ouvrage, Guy Auger décrit les règles de droit dynastique. Quelles en sont les principales ? Vous évoquez la règle de nationalité sur le titre de cet ouvrage, c'est quoi ? Oui, parce que la couronne de France ne se transmettait pas n'importe comment et il y a un certain nombre de règles qu'on appelle les lois fondamentales ont été dégagées au cours de l'histoire. Et donc elles ont été dégagées de manière coutumière, c'est-à-dire que c'est l'application de règles plusieurs fois qui fait qu'on considère qu'elles sont désormais obligatoires et intangibles. C'est une particularité de la couronne française, car toutes les couronnes ont leurs règles particulières. Exemple, en Espagne, les rois peuvent renoncer, ce qui n'est pas possible en France. Et donc, les règles fondamentales ont été créées, elles apparaissent au Moyen-Âge. Vous avez tout d'abord l'hérédité, car la couronne n'a pas toujours été héréditaire. La monarchie a été élective entre la fin des Carolingiens et Philippe Auguste, à peu près. Au moins apparemment élective, parce que c'est un processus plus compliqué, mais ce n'est pas notre but. Mais enfin, donc après, on admet que la couronne se transmet alors, elle se transmet héréditairement. Ensuite, il y a la masculinité, c'est-à-dire qu'on a écarté les femmes pour des raisons historiques anciennes, contingentes, mais qui sont devenues une règle fondamentale. Et puis, il y a eu également l'indisponibilité de la couronne. C'est-à-dire qu'on décidait que le roi ne pouvait pas disposer comme d'un héritage particulier. C'est le roi qui appartient à la couronne et non la couronne qui appartient au roi. Et cette règle a été dégagée, c'est assez important de le noter, à l'époque de la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que Charles VI, qui était fou, avait disposé de la couronne en faveur du roi d'Angleterre. Il y avait eu un traité, tout ça plus solennel, le traité de Troyes, etc. Mais dès cette époque, un juriste, Jean de Terre-Vermeille, avait démontré que c'était nul, car le roi n'a pas disposition de la couronne. Et donc ça, c'est une règle, donc la disponibilité, qui subsiste, bien sûr, et qui est fondamentale à nos yeux. Alors, là, y a-t-il une règle de nationalité ? Je vous répondrai non. C'est l'objet du livre de Guy Auger, d'ailleurs. Il veut démontrer, parce que les orléanistes ont dit, ah oui, mais de la même façon, quelqu'un qui n'est pas français ne peut pas être roi de France. Et donc, bien sûr, il démontre cette construction, en montrant d'ailleurs que dire que les descendants de Louis XIV ne sont pas français, au moins virtuellement, est tout de même excessif. Vous expliquez, Franck Bouscaut, que l'auteur de cet ouvrage, donc Guy Auger, a développé une pensée légitimiste qui se trouvait de nouveau en prise avec le réel. C'est quoi ce réel ? Bien, ce cas, c'est que le légitimisme a été un petit peu hors les murs entre la mort du comte de Chambord, dernier héritier de la branche dite de Bourgogne, c'est-à-dire d'héritier de Louis XIV, Louis XV, si vous voulez, en 1883. Entre ce moment-là et le milieu du XXe siècle, le légitimisme a pris un caractère confidentiel. C'est-à-dire qu'il y avait quelques fidèles, quelques familles qui connaissaient, plus quelques juristes qui d'ailleurs ne travaillaient pas nécessairement pour des raisons politiques, qui simplement avaient dit la vraie loi fondamentale, c'est cela. Et le légitimisme avait plus quelques revues très confidentielles. Donc il n'y a pas de prise réelle. Tandis qu'avec Guy Auger et quelques autres à la même époque, depuis 1950, le légitimisme a de nouveau retrouvé un public plus large. Et c'est pour ça que je dis que c'est redevenu une cause vraiment politique.
C'est ça que je veux dire par prise sur le réel. Vous évoquez la continuité de la tradition purement légitimiste des Blancs d'Espagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont ces Blancs d'Espagne? Alors, c'est la mort du comte de Chambord. Donc, la grande majorité des royalistes se sont ralliés au prince d'Orléans. Il y avait eu des tas de manœuvres préparatoires pour cela. Donc, disons, mais je vous donne un chiffre tout à fait arbitraire, mais disons 9 sur 10. Mais il restait les 1 sur 10 qui, eux, n'admettaient pas ça et considéraient que les vrais héritiers, c'était, selon la coutume traditionnelle, les aînés dynastiques. C'est-à-dire que vous prenez le tableau généalogique, vous regardez qui est l'aîné, c'est tout simple, c'est lui le roi. C'est vraiment comme ça qu'on peut marcher sous l'Ancien Régime. Donc, ces gens-là se sont donc ralliés à un prince qui, à l'époque, était un Bourbon d'Espagne, ou un Bourbon Anjou, puisqu'ils descendent de Philippe, duc d'Anjou. Et par dérision, les partisans des Orléans, anciens ou nouveaux, les ont appelés Blancs d'Espagne. D'ailleurs, en réponse, on les appelait les Blancs d'Eux, puisque le duc d'Orléans était châtelain du château d'Eux. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi c'est Blancs d'Espagne. Alors, il y a un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, c'est celui d'orléaniste fusionniste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, parce disons qu'il y a deux variantes. Il y a d'une part un orléanisme qui est né avec Louis-Philippe et qui voulait faire une nouvelle version de la monarchie. N'est-ce pas? Bon, on peut faire des versions de la monarchie, un petit peu comme vous avez plusieurs algèbres, vous savez, selon que vous avez dit qu'il y a une ou plusieurs lignes qui passent par parallèle, qui passent par un point. De la même façon, on peut voir des monarchies absolutistes, libérales, etc. Et donc, de la même façon que vous avez le bonapartisme, qui est une cause monarchiste, mais tout à fait parallèle à la nôtre, bien sûr. Et donc, les partisans de Louis-Philippe avaient une version libérale et parlementaire de la monarchie. Ça, c'est l'orléanisme pur. Et puis, vous aviez le fusionnisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, de bonne ou de mauvaise foi selon les cas, ont cru que, après la disparition de la branche du comte de Chambord, de la branche des Bourgognes, c'était les Orléans qui venaient, puisqu'ils considéraient que la branche Bourbon-Anjou était exclue, soit en vertu des dénonciations, soit en vertu de la nationalité. Parce que le comte de Chambord n'avait pas eu de descendant. Le comte de Chambord n'a pas eu de descendant, effectivement. Donc, après lui, on passait automatiquement à une autre branche. Et donc, soit, si on applique la règle traditionnelle de l'aînesse, c'est les Anjou. Si on admet les renonciations ou si on admet l'exclusion pour nationalité, c'est les Orléans. Et donc ceux-là sont fusionnistes parce qu'ils ont voulu la fusion entre les partisans des Orléans et les partisans des Bourbons. Vous voyez, c'est pour ça. Et pourquoi ça s'est jamais fait ? Ça a quasiment failli se faire, il faut bien le reconnaître, car en 1883, comme je vous le disais, la majorité des royalistes ont rejoint les Orléans. À ce moment-là, une grande partie de la presse, mais il y a quand même eu des gens qui ont résisté, quelques conseillers du comte de Chambord, quelques journaux, etc. Il y a quelques-uns qui n'ont pas voulu le faire et admettre cette vision de la monarchie qui était quand même très moderniste, très désacralisée, très parlementaire. Il y a également. Et donc c'est pour ça que ça n'a jamais eu lieu. Si le prince d'Orléans avait réussi à trouver le chemin de Reims, je pense que maintenant notre thèse existerait toujours, mais on dirait que c'est une thèse d'histoire du droit et elle n'a plus d'efficacité. Mais ça ne s'est pas fait. La Providence n'a pas voulu. Est-ce qu'à la mort du comte de Chambord en 1883, les Français étaient majoritairement monarchistes ? C'est difficile à dire parce que ça dépend beaucoup des régions. C'est-à-dire que vous avez la partie ouest qui est encore très monarchiste, la partie est qui est très patriote, qui a subi les invasions de la fin de l'époque napoléonienne et qui, elle, est souvent républicaine bonapartiste. On ne peut pas dire, mais en 1871, les élections donnaient majorité aux royalistes quand même. Mais dans les deux groupes, donc les groupes non réunis, légitimistes et orléanistes. Alors j'ai oublié de le mentionner lorsque j'ai commencé à vous présenter, Franck Bouscaut, vous êtes le président de l'association des Amis de Guy Auger, La légitimité. Guy Auger, donc l'auteur de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Oui, donc cette association a été lancée par Jean-Pierre Brancourt, qui était un universitaire ami de Guy Auger. Et après le décès de Guy Auger en 1994, Jean-Pierre Brancourt a décidé de continuer le titre La légitimité sous la forme d'un colloque annuel et d'un bulletin. Et donc j'ai un spécimen, si vous voulez. Voilà un exemple
exemple, puisque nous tirons des cahiers qui sont tous thématiques. Vous voyez, vous avez la paix, vous avez l'aristocratie, vous avez la démocratie, vous avez la révolution. Enfin, les termes que je dis ne sont peut-être pas tout à fait exacts, mais c'est à peu près ça, c'est toujours thématique. Et de l'autre côté, nous avons également un bulletin qui est un peu une liaison entre les deux. Donc, chaque livraison de légitimité comporte ces deux ouvrages. Et donc, on a essayé de maintenir un petit groupe, et c'est un groupe qui est ouvert, notamment les colloques sont ouverts à tout le monde, mais qui est animé par des universitaires. On nous a d'ailleurs accusé, c'est amusant, certains de nos rivaux fusionnistes ont dit il y a quelques années que nous respections peu les institutions de la République, sauf les pots d'âne universitaires. C'est vrai qu'on en a un certain nombre. Est-ce que vous avez un site internet où on peut lire vos travaux ? Alors, il y a un site de légitimité, mais alors j'avoue que je m'y connais mal là-dessus, mais je sais que quand on tape la légitimité, on trouve quelque chose. En tout cas, il faut chercher. Inscrira ça en bas, effectivement. en bas de l'écran. Ça existe, mais ça, je vous avoue que je suis plus un homme de papier que de transmission. Alors, vous évoquez la création avant votre association de plusieurs associations dans les années 60, comme l'Association générale des légitimistes de France ou alors le Centre doctrinal d'action royaliste. Et vous dites qu'avant ce moment, les années 60, il y avait assez peu de bibliographie sur le légitimisme. Comment vous l'expliquez, ça ? Oui, alors il ne faut pas confondre d'ailleurs bibliographie et revue. Il y a toujours eu des revues légitimistes. Il y en a une qui s'appelait la Science historique, il y en a une qui s'appelait la Monarchie française, qui avait d'ailleurs polémiqué avec l'Action française dans les années d'avant la guerre de 14. Il y a toujours eu des revues. Mais il y en a beaucoup plus, effectivement, après les années 50. Il y a eu une espèce de renaissance. C'est dû à quoi ? C'est peut-être dû au fait qu'on a changé de branche dynastique, puisque la branche qui était née à la mort de Comte Chambord, la branche carliste, qui avait aussi des fortes revendications en Espagne, s'est éteinte en 1936. Et donc, on est passé à la branche suivante, la branche alphonsine. Et les hasards de la succession espagnole, c'est très compliqué, je passe sur les détails, mais font que les princes aînés, qui sont vraiment les aînés dynastiques, étaient libres, puisque le général Franco a choisi un cadet pour régner en Espagne. En conséquence, ils se sont intéressés à la France, et je pense que ça a aussi un petit peu dynamisé. Enfin, il y a eu le prince Jacques-Henri qui a été, à cette époque, qui a proclamé ses droits français, et après lui, son fils Alphonse, qui a été vraiment une période assez lumineuse. J'ai connu Monseigneur Alphonse, et j'en ai un très bon souvenir, et beaucoup de gens qui l'ont connu l'ont trouvé rayonnant. Et donc, à ce moment-là, il s'est créé un certain nombre de groupements. Il y a eu des nostalgies. Vous savez, le légitimisme, c'est une rivière souterraine, mais elle demande qu'à sourdre, qu'elle demande à revenir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben oui, je ne connaissais pas, mais je sais que mon grand-père était légitimiste, etc. » Et puis ils y reviennent, et quand ils disent, ils découvrent ça, ils disent « Mais c'est magnifique, c'est notre tradition que nous retrouvons. » On demande aux royalistes de revenir à la maison, en quelque sorte. C'est un peu ça. On leur dit « Vous êtes partis sur les chemins de traverse, l'orléanisme, le fusionnisme, etc. Les tentatives, le bricolage politique. Nous, on vous ramène à une vraie tradition politique qui a sa cohérence, qui a sa force. Et donc, c'est un peu ça que nous leur montrons. Je vous dis le port, tout à l'heure, le port où on trouve le repos après une navigation difficile. Alors, on ne va pas parler de monarchie sans évoquer l'Action française. Quelle relation vous avez avec eux ? Alors, ça m'est difficile de vous parler de cela. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, moi, je suis un peu un hybride de ce point de vue. Et je sais que certains de mes amis royalistes n'aiment pas ça, parce que je suis de formation maurassienne. J'ai beaucoup de vénération pour Charles Maurras. Je pense que Maurras m'a appris à penser politiquement. Je crois vraiment. Donc, ces solutions ne sont pas toujours les bonnes. Mais il est toujours intéressant à lire, et on peut toujours partir de ça. En plus, je crois que quand on est maurassien, c'est un peu comme quand on est marxiste. C'est-à-dire que c'est une forme de raisonnement. Quand on l'a, on l'a toujours. C'est une école. Donc je raisonne comme ça. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour Maurras et beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il a fait, très souvent pour ce qu'a fait l'Action française. Bon, il n'empêche que sur le plan dynastique, Maurras, qui n'était absolument pas un juriste, qui s'en défendait d'ailleurs, qui se défendait du juridisme d'ailleurs un petit peu, ça ne l'a pas intéressé du tout la question. Il disait qu'il l'avait connu. Il disait qu'il avait connu Vatrin, qui était un des auteurs qui ont précédé Auger. Et donc Maurras avait connu ça, mais ça ne l'avait pas intéressé. Et il a opté en faveur des Orléans. Je pense que c'est surtout parce que c'était les princes qui étaient disponibles et les plus visibles à son époque, car il y a une grande visibilité des princes d'Orléans qui étaient très riches. Ils le sont moins depuis que le comte de Paris les a plus ou moins ruinés, mais ça c'était un problème. Mais ils étaient très riches, ils avaient beaucoup de relations mondaines, c'est encore vrai, et donc ils étaient connus, si vous voulez. Donc c'est pour ça, Maurras avait choisi ces princes-là. Il s'en est un peu mordu les doigts, il faut dire, puisque en 1937, un prince d'Orléans l'a désavoué carrément en l'accusant de néo-jacobinisme et en voulant, lui, à nouveau, retournant à la tradition orléaniste, et voulant une monarchie libérale, démocratique, constitutionnelle. Évoquons certains princes. Vous évoquiez à l'instant les Orléans. Henri, le comte de Paris, mort en 99, ancien prétendant donc Orléans.
vous le qualifiez, vous êtes assez dur avec lui, de prince ambitieux et retors. C'est dans ma postface, ça, ou c'est logé? Je pense que c'est plutôt moi. Je crois que c'est vos mots. C'est moi qui ai je me suis permis cela. J'ai beaucoup de respect pour les princes. Les princes d'Orléans sont des princes de la Maison de France et de Fleur de Lys. C'est pour ça que je dois dire que je les respecte, mais à leur rang de cadet. Maintenant, Henri, comte de Paris, celui-ci là était quand même un cas. Il y a d'ailleurs des avoués moraces, comme je vous le disais, de façon quand même très inélégante. Il a été très opportuniste. Alors il faut dire quand même que sa formation, il a vu un précepteur qui était un spécialiste de Machiavel, un professeur de droit, spécialiste de Machiavel, et donc il avait sans doute lu Machiavel. Mais la seule chose, quand on est machiavélien, ce qui vous justifie, c'est le succès. Et il n'a pas eu ce succès. Il a pourtant cherché. Il est d'abord allé voir, il a été vraiment près de beaucoup de politiciens de la République. Il avait rompu avec l'Action française, donc trop nationaliste, trop... Alors à l'époque, il y avait toutes les histoires d'antisémitisme également. Il était tout à fait... le prince n'a pas du tout voulu être dans ce schéma, et ainsi de suite. Et donc, il avait rejeté l'Action française. Et alors après, il s'est dirigé vers... Alors, il a été voir le maréchal, qui lui aurait dit « Jeune homme, vous voulez prendre ma place ». Le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain. Oui, ensuite, il est allé voir Laval, qui lui a dit « Monseigneur, je suis prêt à vous engager. J'ai un ministère pour vous, le ministère du ravitaillement ». Ça n'a pas intéressé, vous vous en doutez. Donc, il est passé à Alger. Alors, à Alger, il était là au moment de l'assassinat de l'amiral Darlan, et il y a de très fâcheux bruits à son sujet, puisque au moment de l'assassinat de l'amiral Darlan. Je passe là-dessus parce que ça mériterait une émission en soi. Et puis après, il est revenu en France grâce à Vincent Auriol, le président socialiste, qui a permis la suppression de la loi d'exil, puisque les chefs des familles qui régnaient étaient exilés. Et à ce moment-là, il s'est rapproché du général de Gaulle. Et donc on a prétendu que le général de Gaulle aurait eu des vues, un petit peu, vous savez, comme général Franco a eu pour Juan Carlos. Oui, que le général de Gaulle aurait hésité à remettre un prince sur le trône de France. Est-ce que vous savez si de Gaulle a vraiment hésité? Alors, on ne le sait pas vraiment parce que vous avez vraiment deux versions là-dessus. Vous avez certains qui vous disent de Gaulle qui était de famille royaliste, qui avait tout de même une certaine formation maurassienne, mais ce n'était pas spécial parce qu'à peu près tous les hommes de son époque étaient un peu maurassiens. Il était à mon avis plus barésien que maurassien d'ailleurs. C'est possible, mais il y a aussi l'autre version qui dit simplement que de Gaulle voulait, en honorant le comte de Paris, à travers qui il voyait quand même un représentant de l'histoire de France, en même temps, il tenait un peu en laisse certains officiers monarchistes qui n'approuvaient pas sa politique algérienne. On lui prête aussi un mot cruel, mais je ne sais pas l'historicité de la chose, je cherche à le savoir. Il aurait dit « Le comte de Paris à l'Élysée, pourquoi pas la reine des Gitans ?» D'accord. C'est sévère. Alors, de l'autre... sévère. Mais j'aimerais savoir si c'est historique ou si c'est inventé, mais on ne sait pas exactement. Parce que de Gaulle a eu des contacts avec lui. Il a fait un télégramme extrêmement louangeur lors du mariage de son fils, en parlant de cette famille qui était liée à l'histoire de France, etc. C'est possible, mais c'est pas. Je pense qu'il ne s'est jamais engagé, il n'est jamais allé très loin là-dessus. Et le comte de Paris était peut-être un petit peu mythomane. Alors, de l'autre côté, il y a de la famille Orléans, il y a Louis XX, duc d'Anjou, qui est un homme contemporain, aîné des Capétiens, actuellement le chef de la maison de Bourbon. Il est donc votre prétendant légitimiste au trône de France. Pourquoi les Orléans lui dénient le trône? Alors, tout d'abord, je dirais le terme prétendant, nos princes ne l'aiment pas, parce que, comme le disait le prince Alphonse, le père de Louis, il ne prétendait pas, il était. C'est-à-dire qu'il est nommé, enfin, l'histoire de France l'a mis là où il est. Donc, nous utilisons quelquefois ce terme pratiquement, mais nous parlons généralement plutôt des prétendants Orléans ou Bonaparte et nous gardons pour nous le titre de prince. Sinon, pourquoi les Orléans dénient-ils à Louis, qui est donc généalogiquement, si vous prenez la généalogie des Bourbons, donc c'est lui l'aîné, indiscutablement. Ça. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que très souvent, on trouve des tableaux généalogiques truqués où vous avez la descendance de Louis XIV jusqu'au comte de Chambord et après ça, vous avez la branche d'Orléans et vous n'avez pas, les Bourbons d'Espagne, ils sont carrément effacés, alors que vous avez des dizaines de princes, parce que vous avez les Anjou avec Louis, vous avez le roi d'Espagne, vous avez ensuite les de Sicile, vous avez ensuite les Parmes. Pourquoi tous ces princes sont effacés des tableaux. Les princes d'Espagne sont-ils effacés? Alors, ils sont effacés parce que les gens qui font ce genre de tableau considèrent qu'ils n'ont plus de droit en France. Alors, ils considèrent au nom de deux règles. D'une part, une règle, le traité d'Utrecht, des renonciations que Philippe V, leur ancêtre, a dû souscrire au trône de France, pour lui et ses descendants, et d'autre part, au nom de la règle de nationalité. Mais les deux choses ne valent rien.
Petite observation au passage, les deux choses sont contradictoires. Parce que si le fait de renoncer à la couronne, si le fait de devenir étranger, en devenant roi étranger, suffit à vous écarter, pourquoi avoir fait des renonciations? Il n'y a pas besoin de renoncer, puisqu'il suffisait que Philippe V passe la frontière, aussitôt il était exclu. Donc ça montre déjà que leur argumentation, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il faut choisir. D'ailleurs, certains d'entre eux, assez intelligemment, ont choisi et défendent l'une ou l'autre des deux thèses. Mais sinon, je suis prêt à vous répondre sur les deux, en précisant que Guy Auger, dans son livre, répond aux deux, mais qu'il se centre surtout sur la règle nationalité, parce que c'est une totale nouveauté par rapport à l'Ancien Régime. Pour terminer notre entretien, Franck Bouscaut, vous citez donc dans votre postface l'auteur, et il dit « Les princes des fleurs de lys sont à la France. La France peut renoncer à eux, mais la réciproque n'est pas vraie. » Est-ce que vous pensez aujourd'hui vraiment que Louis XX se tient prêt à remonter sur le trône, à monter sur le trône? Monseigneur Louis a une bonne éducation. C'est un homme très agréable quand on le rencontre. Il est souvent un petit peu réservé, un petit peu sur la défensive, mais bon, son père était un diplomate, il a peut-être un peu pris de cela. Mais je pense qu'il se tient au courant de l'actualité. Il est d'ailleurs très au fait de l'actualité. Quelle formation il a Il est banquier. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais il faut vivre, il faut dire, penser qu'ils n'ont rien hérité des rois de France, ce qui est logique d'ailleurs, puisque les biens des rois de France sont automatiquement rattachés à la couronne. Ça prouve d'ailleurs un peu qu'ils ont peut-être des droits. Les Orléans, eux, ont beaucoup de biens parce que leurs biens n'ont pas été rattachés à la couronne. Donc, il n'a pas eu beaucoup de la maison d'Espagne. Il y a eu un héritage, mais enfin pas terrible. Et puis, il y a aussi ce qui vient par les femmes. Mais donc, le prince a besoin de travailler pour vivre. Il a une famille. Hein, il a quand même 4 enfants. Il vit à Madrid. Alors, il vit entre Madrid, Paris et l'Amérique du Sud, qui est le pays de son épouse. Et donc, je sais qu'il circule beaucoup. Et donc vous pensez le matin, quand il se rase, qu'il y a toujours cette idée d'un retour? Il y a l'idée qui est un Bourbon. Est-ce qu'il y a l'idée du retour? Je suis pas sûr que ça soit toujours, mais enfin l'idée lui déplaît pas quand il vient présider, notamment il vient le 21 janvier, il vient aussi pour la cérémonie annuelle qui rappelle la création des Invalides par Louis XIV, c'est une des grandes créations de Louis XIV. Je crois que le prince est très conscient de son rang, et on le voit quelquefois aussi, par exemple quand il était voir le pape Benoît XVI, il avait le cordon bleu du Saint-Esprit, il est très conscient de son rang, de ses obligations, et je crois qu'il serait, à mon avis, il ne serait pas pire que certains hommes politiques. Je ne veux nommer personne, mais enfin, à mon avis... Il est assez discret, Louis. Il est très discret. Le duc d'Anjou, dans les médias, est-ce que c'est à cause de cette timidité, ou alors est-ce que c'est... il refuse les invitations? Je ne crois pas que Monseigneur soit timide. Il n'est pas à sa place dans les médias? Il ne refuse pas. D'habitude, quand on lui le propose, généralement, il va. Mais je ne pense pas qu'il est timide, mais il est très réservé, et il est prudent. Et aussi, certainement, de son entourage, je le pousse peut-être à une prudence excessive. C'est vrai que je connais beaucoup d'amis qui disent on voudrait qu'il prenne parti sur cela. Il y a quand même un certain nombre de manifestes. Le prince, par exemple, avait pris parti contre la loi Taubira. Il a fait également un texte, là, au moment du Covid, où il incitait notamment les évêques à consacrer la France à Dieu, et des choses comme ça. Non, le prince prend des positions. Je crois que c'est pas nécessaire que le prince parle tous les jours, si vous voulez. Je crois que c'est Vous êtes proche de lui, personnellement? Personnellement, je le connais peu. Je l'ai rencontré. J'ai une photo où je suis avec lui. Je peux vous montrer. Mais ça n'est pas. Non, je ne suis pas courtisan. D'accord. Mais je rencontre Monseigneur si besoin est. En tout cas, mais je ne veux pas lui faire perdre son temps, qui est précieux. Et je ne souhaite pas être tous les jours avec lui. Mais s'il me demande quelque chose, je suis à sa disposition. En tout cas, on serait ravis ici à TV Liberté de le recevoir si vous aviez l'occasion de lui passer... Je puis transmettre, effectivement. Franck Bouscaut, je rappelle que vous signez la postface de cet ouvrage de Guy Auger, publié en 1979, réédité aujourd'hui, Succession de France et règles de nationalité, aux éditions Via Romana. Franck Bouscaut, merci. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli, et donc ce fut un plaisir. Merci beaucoup.